Gage de l'histoire longue, des raisons d'optimisme. Et donc il ne faut pas négliger cette manière de voir. Si vous considérez l'évolution de l'administration, des services publics, peu importe le vocable, on observe sur plusieurs siècles une sécularisation du pouvoir politique qui a donné lieu à la constitution d'une administration sans cesse plus importante. Disons simplement qu'au début du XXe siècle, il y avait 200 000 fonctionnaires, je mets des guillemets à fonctionnaires car beaucoup étaient effectivement des contractuels, c'est en partie le cas encore aujourd'hui, 200 000. Avant la Deuxième Guerre mondiale, 700 000. Après la Deuxième Guerre mondiale, moins d'1 million. Quand je suis entré au gouvernement, 2 millions 100. Quand je l'ai quitté, 4 millions 6. Aujourd'hui, 5 millions 4 sous réserve de ce qui a été dit concernant les contractuels, pour l'essentiel quand même de droit public. Ça, c'est une tendance lourde. On peut critiquer les recrutements, enfin toutes les revendications qui sont mises en avant le font, mais je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse sur cette onde porteuse du service public et de l'administration, en dépit de toutes les attaques, de toutes les dénaturations. Ça suggère à l'évidence que si cette onde porteuse se poursuit, eh bien les fonctionnaires sont des acteurs de l'avenir. La deuxième chose, c'est qu'on assiste en même temps, comme dirait l'autre, à une socialisation des finances qui sont nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux. Je ne prends pas le pourcentage des dépenses publiques par rapport au produit intérieur brut parce que c'est très sujet à caution. Mais du point de vue des recettes, ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires, qui font l'objet de toutes les attaques des gouvernements réactionnaires successifs, eh bien les prélèvements obligatoires avant la Première Guerre mondiale, c'était 10 à 15% du produit intérieur brut, 25 à 30% dans les années 30, après la Première Guerre, et à la faveur des politiques sociales qui ont été menées dans cette période de crise des années 30. Après la Deuxième Guerre mondiale, 30 à 35%. Aujourd'hui, 45%. Et en dépit de tous les efforts de tous les gouvernements successifs, ils ne sont pas parvenus à faire baisser. Autrement dit, une part de plus en plus importante des richesses créées dans notre pays doivent par nécessité être affectées au service public. Alors on peut, et je le fais avec tout le monde ici, critiquer les politiques qui conduisent à la gestion de ces financements. Il n'en reste pas moins qu'ils corroborent l'évolution des effectifs que j'évoquais précédemment. Et puis, troisième point de vue, au fil de toute cette histoire, ont été créées des idées, des concepts. Je ne veux pas y insister trop, car ça serait trop longtemps, mais la notion d'intérêt général n'est plus la même aujourd'hui qu'au XIXe siècle. C'est quelque chose de très contradictoire, pour peu qu'on s'y attache, qui évolue dans le temps, qui évolue dans l'espace, qui n'est pas encore dégagé aujourd'hui de l'idée qu'il y a une transcendance qui dicterait la loi des hommes. Or, le progrès, c'est quand même un progrès de vision plus laïque de l'intervention du pouvoir politique. Et ça n'est pas rien. La notion de service public, depuis la fin du Moyen-Âge, a beaucoup évolué. Notamment en France, elle a donné lieu à une réflexion à la fin du XIXe siècle dans ce qu'on a appelé l'école de Bordeaux, qui a théorisé la notion de service public, plus que dans n'importe quel autre pays. Ce qui fait que c'est un privilège du mouvement social et de l'histoire de France que d'avoir forgé une notion du service public qui, je veux le dire, est en avance sur n'importe quel autre pays. Et c'est ce qui fait le problème avec la construction européenne, où cette notion, c'est un rapport du Conseil d'État qui le disait il y a une quinzaine d'années, l'Union européenne fait pire que d'être hostile au service public, elle l'ignore. C'est le Conseil d'État qui a dit ça il y a une quinzaine d'années.
Donc, il faut se prévaloir de cette création intellectuelle, conceptuelle, et par la politique, réalisée dans notre pays. Puis, il y a la fonction publique. La fonction publique aussi a une très longue histoire. Pendant tout le 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, ça a été une fonction publique de caractère autoritaire, très hiérarchisée, et où la notion de statut était présente, mais dans les mains des pouvoirs conservateurs qui menaçaient les fonctionnaires d'un statut qui les enregimenterait, qui les soumettrait à la discipline, à un devoir d'obéissance. Et c'est le grand mérite des gens de 1946, car le premier statut des fonctionnaires, c'était un statut de 1941, sous Vichy, d'avoir repris l'outil juridique en lui donnant un contenu inverse de ce qui avait prévalu jusque-là. Il fallait beaucoup de courage et d'intelligence pour le faire. Et j'ouvre une parenthèse de ce point de vue, c'est que cette évolution et cette mutation des consciences à ce moment-là, c'est largement le fait de la CGT. Ce que je crois on a à peu près oublié. C'est un homme qui s'appelait Jacques Pruja, qui faisait partie de la Fédération Générale des Fonctionnaires, l'ancêtre de l'UGFF, qui presque tout seul a mené bataille à l'intérieur de sa fédération, qui restait opposé à ce qu'on appelait le statut carcan, qui a conçu qu'on puisse avoir une autre attitude. Il avait été résistant, emprisonné, révoqué de la fonction publique. Il a mené une bataille au début personnelle, ensuite plus collective, jusqu'à finalement faire adopter par la Fédération Générale des Fonctionnaires son point de vue qu'on pouvait concevoir un statut démocratique des fonctionnaires. Et ils ont réussi par là à convaincre le cabinet du ministre de la fonction publique de l'époque, Maurice Thorez, qui avait un poids politique très important, qu'il fallait aller dans ce sens. A été créée une commission, et ça, je crois qu'il faut le dire, et le dire surtout s'il y a des perspectives électorales à la fin de l'année prochaine, de 12 experts. 10 étaient de la CGT, 2 de la CFTC. Et c'est cette commission qui a élaboré la matière, qui a permis ensuite au cabinet, puis à travers des vicissitudes que je raconte dans le livre que j'ai écrit avec Gérard Aschieri, qui a abouti au statut de la loi du 19 octobre 1946. Je ne parle pas du rôle de la CGT en 1959, j'étais un militant de terrain actif à l'époque, où nous avons craint le pire avec l'avènement du général de Gaulle, mais l'essentiel du statut de 1946 sur le fond a été sauvé grâce au poids qu'avait la CGT dans cette circonstance. De même, en 1968, le constat Oudinot et les chantiers qui ont été mis en place à ce moment-là doivent, pour l'essentiel, leur signification à la CGT. Puis je dirais, pour terminer quand même, ça paraît tellement loin que quand je suis entré au gouvernement, j'ai pris, je dois pouvoir dire, j'ai imposé que mon directeur de cabinet soit René Bidouze, qui 2 ans auparavant était secrétaire général de l'UGFF. On a l'impression que c'est un autre monde. Mais si vous ramassez tout ça, moi je ne vois pas pourquoi on ne se servirait pas de tout cela dans une campagne électorale pour la fin de l'année prochaine. Il faut que les fonctionnaires sachent que pour l'essentiel, ils doivent leur garantie à l'action de la CGT au fil de plusieurs décennies. Ça me semble fondamental. Malheureusement, ça me semble aussi oublié. Alors, sur le statut lui-même, je ne redirai pas ce qui a été dit par Baptiste et puis Mireille et Jean-Marc. Je dirais simplement, pour résumer à l'extrême, que le statut m'apparaît le résultat de 4 choix. Le premier choix, c'est celui de la conception du fonctionnaire citoyen contre la conception du fonctionnaire sujet. La conception du fonctionnaire sujet, c'est le 19e siècle et jusqu'en 1946. Le fonctionnaire citoyen a été posé
Maurice Thorez a dit à l'époque que le fonctionnaire est désormais un homme et non plus le rouage impersonnel de la machine administrative. Et c'est pourquoi dans le statut, nous avons banni des formules qui, bien qu'elles existent dans la réalité, nous semblaient ne pas avoir leur place dans une conception de fonctionnaire citoyen. Par exemple, il n'y a pas dans le statut l'affirmation du principe hiérarchique. Il n'y a pas dans le statut l'obligation de réserve. Il n'y a pas dans le statut le devoir d'obéissance. Alors, bien entendu, il ne faut pas s'affranchir de toutes ces notions, mais ça n'est pas formulé car ça me semblait contraire à la conception du fonctionnaire citoyen. Deuxième choix, le choix du système de la carrière contre le système de l'emploi. Alors on nous a mis en avance au cours des dernières années la notion de métier associée à l'emploi. C'est un peu vicieux parce que la notion de métier, c'est un beau mot, métier. Sauf que si on associe une gestion de carrière sur l'ensemble d'une vie professionnelle, ça n'est pas la même chose que de lier l'agent public à son métier. Et pourquoi je racontais ça dans le train, ce moment singulier où le 27 juillet 1981, à l'Assemblée nationale, intervenant après Gaston Defferre sur sa loi de décentralisation, j'ai dit il ne peut pas y avoir deux systèmes différents de fonctionnaires dans la fonction publique française. Il peut y en avoir qu'un. Et donc ça ne peut être que celui de la carrière. Troisième choix, un choix difficile, et difficile même au plan syndical, je crois. Comment arbitrer entre le souci de l'unité et celui du respect de la diversité? Dans les circonstances de l'époque, j'étais plutôt le ministre de l'unité, c'est-à-dire l'affirmation des principes républicains, puisque la fonction publique venait de la fonction publique de l'État. Donc c'était le principe d'unité qui prévalait, mais avec le souci d'intégrer toute cette diversité de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale. Alors je ne sais pas si le curseur a été mis au bon endroit. La loi Galland nous a rappelé qu'il y avait d'autres conceptions qui mettaient ailleurs le curseur entre diversité et puis unité. Ça reste un problème. Et du point de vue syndical, moi je me réjouis que le principe d'unité de démarche et de convergence des démarches se soit manifesté au cours des dernières années avec de plus en plus de force. Ça me semble être un progrès objectif. Et le quatrième choix, alors c'est ça qui a donné lieu à l'idée de fonction publique à trois versants, avec un titre premier qui est en facteur commun de tout le monde, et puis les trois autres titres, un pour chacune des fonctions publiques. Ce qui fait une architecture juridique cohérente. Car il y a à la fois l'unité, clairement, et la diversité, clairement aussi. Et quatrième choix, c'est, moi j'y tenais beaucoup, le choix d'affirmer que quand bien même on serait satisfait d'une architecture juridique cohérente, ça reste sur les principes que l'on fonde une conception politique et idéologique. Et c'est pourquoi j'ai eu le souci de mettre en avant des principes qui avaient leurs racines dans l'histoire. Par exemple, le principe d'égalité, dont on avait parlé au mois de janvier, abondamment, eh bien, c'est l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi ont un égal accès aux emplois publics en fonction de leur capacité, de leur vertu et de leur talent. Deuxième principe, le principe de l'indépendance. C'est la loi sur les officiers de 1834. Le grade appartient à l'officier si son emploi est à la disposition du roi. Bon, c'est pas très républicain, mais enfin, tout ce qui va dans le bon sens doit être utilisé. Et puis, troisième principe, le principe de responsabilité, c'est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'agent public doit rendre compte à la société de l'exercice de sa mission. Voilà. Donc, je crois que ça résume, en gros, la nature du statut de la fonction publique actuelle. Alors, je disais, et je donnais une vision optimiste de l'évolution. On peut avoir tendance à considérer qu'à partir de 1982-83, disons à partir du tournant libéral du printemps 83, les choses ont régressé. Je ne crois pas que ce soit vrai en termes lourds, si on veut.
Mais c'est vrai que c'est la période de 30 ans qui suit le tournant libéral comporte des éléments de régression qui semblent contredire l'évolution historique, mais qui ne le fait pas, à mon avis. Néanmoins, bien entendu, il faut en prendre conscience et l'analyser avec objectivité. D'abord, je crois qu'on peut dire que le statut a été relativement solide. Sa durée de vie est sans précédent. Ça fait maintenant donc 34 ans que le titre premier qui posait les principes de base a été adopté. Mais il faut dire aussi que, bien entendu, il a été profondément dénaturé. On a pu compter 225 modifications législatives en 30 ans. Et puis il y a eu des offensives particulièrement fortes. La loi Galland, on l'a rappelé tout à l'heure, la loi du 13 juillet 1987, puis ensuite un rapport du Conseil d'État, le rapport Pochard de 2003, puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a ensuite ? Oui, il y a plein d'étapes. Mais surtout, l'étape principale, et elle nous est utile, me semble-t-il, pour aujourd'hui, c'est l'annonce de Sarkozy, le 19 septembre 2007, c'est-à-dire 4 mois après son élection, d'en appeler à une révolution culturelle dans la fonction publique avec comme mot d'ordre mettre sur le même plan que le concours le contrat de droit privé négocié de gré à gré. Et des phrases comme « je préfère gérer des hommes que des statuts », ce qui est parfaitement démagogique. Il a échoué. Comme quoi, là aussi, une source d'optimisme. Tout lui semblait possible à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a fait échouer? C'est le fait qu'il y a eu une crise l'année suivante et que tout le monde, pas seulement nous, si on peut dire, mais les journalistes ont dit « mais la France a un atout par l'ampleur de son service public, qui joue le rôle d'un amortisseur social. » Il avait fait réaliser un livre blanc qu'il devait mettre en musique, la révolution culturelle, par un collègue du Conseil d'État, Jean-Ludovic Silicani. Ce livre blanc, ils l'ont rangé parce qu'il n'était pas sur table. Ensuite, il y a eu Hollande. Hollande n'a pas procédé, comme ses prédécesseurs, à une attaque frontale. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il a manqué de courage en ne revenant pas sur ce que la droite avait fait précédemment, mais ça c'est du Hollande, si je peux dire. Et puis il a manqué également d'ambition, il n'a mis en place aucun chantier structurel de modernisation digne de ce nom. Donc ça a été de la paresse et de la dénaturation par manque de courage et d'ambition. Alors aujourd'hui, Macron. Alors Macron, comme Jean-Marc, moi j'ai été surpris qu'ils ne reprennent pas la manière de faire Sarkozy en plus violent pour forcer les choses. Et c'est vrai que ça ne s'est pas passé comme ça. Et je me suis demandé pourquoi. Il a choisi de donner la priorité à la réforme du Code du travail pour, pensant avoir réussi sur ce terrain, fixer un repère le plus bas possible pour la gestion du salariat dans notre pays. Mais maintenant, et je crois que c'est ça qu'il y a derrière le comité d'action publique 2022, il met en place une stratégie où il va pouvoir faire valoir qu'il n'est pas supportable que dans un pays comme le nôtre, on puisse avoir 5,4 millions de fonctionnaires protégés par la loi, alors que dans le privé, ils n'ont pas les garanties de ce même niveau. En creusant l'écart de fait entre le service public et le secteur privé, il pense emporter l'adhésion de l'opinion publique et disposer de moyens renouvelés pour s'attaquer au statut général des fonctionnaires. Sur l'objectif, je crois que c'est aller vers une situation à l'allemande, c'est-à-dire une situation où seules les fonctions régaliennes seraient couvertes par la loi, c'est-à-dire sur les 5,4 millions, à peu près 600 000 à 700 000 fonctionnaires, tous les autres étant dans des conventions collectives gérées par le fameux Code du travail qui a été dénaturé, minimisé, réduit. Je crois que c'est ça leur objectif. Sauf qu'ils se rendent bien compte aussi qu'ils sont en France, qu'on ne peut pas tout faire avec les Français, que le temps joue contre eux,
C'est pour ça que Sarkozy a voulu faire vite. Lui a choisi une autre stratégie, mais à mon avis, elle est risquée, car pendant tout ce temps va monter un mécontentement qui existe déjà dès aujourd'hui, et que la prise de conscience de la nécessité de la défense des services publics par l'ensemble du mouvement ouvrier et social va croître et va prendre en richesse de contenu et force d'engagement. Et c'est pourquoi je pense qu'il y a une situation qui est intéressante en termes de combat, en termes de débat, en termes de défi qui nous est lancé. Et donc il faut se servir de l'histoire, du rôle que la CGT a joué, des échecs de ses prédécesseurs, pour penser, et je le pense sincèrement, qu'il n'a pas parti gagné. Et que ce serait peut-être une erreur que d'accréditer l'idée d'une sorte de fatalité où on ne pourrait que perdre, même après s'être bien battu. Je crois que l'histoire ne nous indique pas ça, et je crois que le présent et la vision raisonnable que l'on peut avoir de l'avenir ne nous indiquent pas ça non plus. On voudrait nous faire croire que le capitalisme a définitivement gagné, que ce serait la fin de l'histoire, et que le manager serait la figure achevée du citoyen. Je crois qu'il n'en est rien. Je pense au contraire que nous sommes dans un monde qui se socialise objectivement de plus en plus, où les interdépendances, les interconnexions, les coopérations, les solidarités vont se développer de plus en plus, par nécessité, je dirais, même autant que par volonté politique. Mais toutes ces formules que je viens d'utiliser, elles se condensent en France dans un concept, le service public. Et c'est pourquoi les fonctionnaires et l'ensemble des agents du service public, au-delà même de la fonction publique, vers les entreprises nationalisées et au-delà même vers les salariés du secteur privé, doivent se sentir portés par cette loi de nécessité. Et c'est pourquoi, évidemment, le trait est peut-être un peu forcé. J'ai utilisé dans le livre dont je parlais tout à l'heure l'idée que, par conviction, c'est ma conviction, et je ne le fais pas simplement pour faire bien, je suis persuadé qu'en définitive, le XXIe siècle sera l'âge d'or du service public.